tous, c'est Marie. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo tant attendue puisque vous me l'avez en plus réclamé en commentaire récemment. C'est la vidéo FAQ sur la fac de droit. Je vous avais demandé de me poser vos questions suite à ma première vidéo sur la fac de droit que vous avez beaucoup aimé. Donc merci pour tous vos commentaires et vous avez été nombreux à me poser vos questions qui sont d'ailleurs très intéressantes. Il y a des questions auxquelles moi j'aurais même pas pensé et en fait c'est vrai que c'est très utile de connaître les réponses. Et donc dans cette vidéo je vais répondre à toutes vos questions et donc si ça vous intéresse, eh bien continuez à regarder. Alors juste petit disclaimer avant qu'on aille plus loin dans la vidéo, je suis actuellement en train de filmer une vidéo une journée avec où je teste donc les fonds de teint. Donc vous voyez la différence de couleur, c'est normal, c'est pas volontaire, c'est simplement que le fond de teint je l'ai pas pris dans la bonne teinte. Donc voilà, je m'excuse pour voilà, cet effet un petit peu trop bronzé, mais voilà, c'est pas volontaire, mais tant pis, on fera avec, je pense que c'est pas très important. Du moment que vous avez les réponses à vos questions, c'est ça qui compte. Sachez également que les réponses, même les questions, sont axées sur la fac de droit, mais que ça peut sûrement vous aider si vous voulez faire une fac d'autres choses ou même d'autres études. C'est toujours bien d'avoir un petit peu un point de vue de quelqu'un qui est passé par là, qui est passé par des études longues. Donc c'est parti. La première question est de Dora qui me demande lorsque tu es revenue, quelle étude as-tu faite? Est-ce que le fait d'être partie un an t'a pénalisé lors d'inscription en fac? Alors si vous me suivez depuis longtemps, vous savez qu'après le lycée, après avoir passé mon bac, je suis partie un an aux États-Unis et que ensuite je suis entrée à la fac. Si jamais vous ne me suivez pas depuis longtemps, bah voilà, maintenant vous le savez. Donc je suis partie un an aux États-Unis juste après avoir obtenu mon bac. Et donc quand je suis rentrée, j'ai fait des études de droit. Et est-ce que le fait d'être partie un an m'a pénalisée lors de l'inscription à la fac? Non, pas du tout. Le seul truc qui a été, on va dire, négatif dans le fait de partir un an aux États-Unis après le bac, c'est qu'en fait j'ai eu le bac mention très bien et j'ai eu un bac S, donc scientifique, spécialité mathématiques, mention très bien. Et grâce à ça, j'avais obtenu une bourse de mérite en fait pour me récompenser de mon travail de, je crois, 800 €. Et en fait, sachez que le gouvernement ne verse pas cette bourse si vous partez un an à l'étranger, ce qui est complètement ridicule parce que partir un an à l'étranger, c'est ce qu'il peut y avoir, ce qui peut vous arriver de mieux dans votre vie. Enfin, c'est une des meilleures choses à moi qui me soit jamais arrivée parce que vous revenez complètement bilingue, ce qui est maintenant essentiel dans le monde du travail. Et voilà, donc je n'ai jamais eu cette bourse puisque en fait pour l'avoir, il aurait fallu que je commence la fac directement après le bac. Ce qui est ridicule parce qu'au final les 800 €, même en commençant la fac un an après, j'aurais très bien su quoi en faire en tant qu'étudiante. Donc voilà. Mais non, à part ça, ça m'a pas pénalisé pour les inscriptions à la fac. Voilà, il y a toujours une case pour dire ce que vous avez fait telle année, donc ça n'a pas été un problème du tout. Bien au contraire, c'est très apprécié. Ensuite, on a Juliette qui me demande... Alors, tu pourras nous expliquer comment tu fais des cas pratiques et commentaires d'arrêt? Alors oui, je pourrais vous expliquer. Ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement faire une vidéo sur le sujet parce que c'est quand même assez long la méthode. Et comment tu bosses? Est-ce que tu fais des fiches? Est-ce que tu apprends les jurisprudences, le cours par cœur? En quoi consiste un master? Et t'es-tu senti submergée? Alors, comment je bosse? Moi, j'ai toujours pris mes cours à la main, jamais d'ordinateur. Donc du coup je ne faisais pas de fiches parce qu'en fait mes cours étaient déjà sous forme de notes, ce qui m'a fait gagner énormément de temps par rapport à certaines personnes qui prenaient leurs cours sur ordinateur et qui ensuite en rentrant devaient faire des fiches. Moi personnellement j'ai toujours trouvé que c'était une perte de temps. Même si j'avais pris mes cours sur ordi, je crois que j'aurais simplement imprimé et appris mes cours tels quels, puisque ce qui importe c'est de bien connaître la structure de votre cours. Et une fois que vous connaissez la structure, après c'est que des informations à emmagasiner. Enfin c'est que, voilà, je m'entends, c'est beaucoup de travail, mais j'ai jamais trouvé que pour moi les fiches étaient quelque chose d'essentiel, bien au contraire, j'avais l'impression plutôt de recopier mon cours sans vraiment apprendre et ça me dérangeait plus qu'autre chose, alors que vraiment en m'asseyant et en apprenant mon cours, en le lisant, en le répétant, là vraiment j'apprenais des choses que je gardais en moi en fait. Donc voilà. Est-ce que j'apprends les jurisprudences? Oui, malheureusement il faut apprendre les jurisprudences. Il y a certains grands arrêts comme par exemple Coste Doha, vous êtes obligé de connaître le nom et la date, mais il y a beaucoup d'arrêts également qui ne nécessitent pas forcément de connaître le nom, mais plutôt de connaître la solution et au moins l'année, et puis la cour bien sûr ou le tribunal qui a rendu la décision. Est-ce que j'apprenais le cours par cœur?
Bah plus ou moins oui, alors par cœur non parce que c'est pas du mot à mot, mais moi j'ai envie de vous dire en fait comme je prenais... La différence entre prendre son cours à la main et prendre son cours à l'ordi, c'est que moi j'ai toujours vu les gens qui prenaient le cours à l'ordinateur recopier en fait mot à mot ce que le prof disait, et parfois le prof se répétait et les gens réécrivent alors qu'ils ont déjà écrit au-dessus exactement la même chose. Et moi je trouve ça complètement inutile parce que déjà vous vous retrouvez avec un cours de 80 pages alors peut-être il en ferait que 60 si vous preniez vous-même des notes. Et puis le fait de prendre les notes à la main, ça m'a permis vraiment d'être attentive en cours, c'est-à-dire que je pouvais pas me contenter, on peut pas à la main écrire mot à mot ce que le prof dit, il va beaucoup trop vite et on n'est pas assez rapide clairement pour faire de la retranscription. Donc vous êtes obligé d'écouter ce que le prof dit, de comprendre et ensuite de retranscrire sur papier. Donc si vous voulez, c'est l'effort sur le moment quand vous êtes en cours, mais une fois que ça c'est fait, après vous avez déjà la moitié qui est appris en fait, vous avez déjà la moitié dans votre cerveau parce que vous avez déjà fait, on va dire, le plus gros des efforts. Et donc ensuite c'est simplement relire et puis réviser et puis approfondir certains points que peut-être sur le moment vous n'avez pas trop compris et que vous avez un petit peu pris en note rapidement parce que le prof est passé vite dessus. Mais le plus gros du travail est fait et donc oui, j'apprenais le cours par cœur. Moi ce que j'apprenais c'était les plans de cours parce qu'en fait quand vous avez un partiel qui est limité en temps, vous n'avez pas le temps, ça fait beaucoup de temps, de chercher vraiment. Il faut tout de suite savoir où trouver l'information dans votre cours et donc du coup le fait de connaître la structure et le plan, moi ça m'a beaucoup aidé. Et surtout de connaître les différents thèmes du cours, ça vous permet de retrouver les informations très facilement. Et du coup voilà, apprendre par cœur oui, mais apprendre par cœur intelligemment c'est mieux. Parce qu'apprendre des choses par cœur, tout le monde peut apprendre une poésie, mais faut-il encore la comprendre? En quoi consiste un master? Alors, chère Juliette, un master, donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout comment fonctionne la fac, vous avez d'abord 3 années qui sont les 3 années de licence. Donc au bout des 3 années, vous avez un premier diplôme qui s'appelle la licence. Avec une licence en droit, vous êtes juriste, mais voilà, ça mène pas forcément à des postes que vous souhaitez viser quand vous entreprenez des études de droit. Et donc un master, c'est 2 années de plus. Et il y a d'abord le master 1 qui normalement est ouvert à tous et ensuite le master 2 qui normalement est ouvert à tous, mais on sait très bien que chaque master a quand même un nombre limité de places. Et en fait ces 2 années-là vous donnent votre master, donc 5 ans de droit. Et en quoi ça consiste? Alors en fait, en principe, alors les choses vont peut-être un peu changer, mais en tout cas pour moi c'était comme ça. En Master 1, en fait on a commencé à se spécialiser. La licence était très générale et en Master 1, on a commencé à dire qu'on voulait faire plutôt du droit international, plutôt du droit fiscal, ou plutôt du droit pénal, ou plutôt ça, ou ça, ou ça. Et du coup, les cours que vous avez sont en lien avec le thème que vous choisissez. Et donc ça vous permet de vous spécialiser et de choisir déjà à peu près dans quelle branche vous allez aller. Le Master 2 est encore plus spécialisant. Moi j'ai beaucoup aimé le mien, c'était donc un Master 2 juriste d'affaires international et européen. Et on a eu beaucoup, par exemple on a eu des cours sur les fonds d'investissement, on a eu des cours sur tout ce qui était finance, on a eu des cours sur le crowdfunding, donc sur le droit en fait qui tournait autour des finances, du business, des lois, des choix de juridiction, des choix de loi dans les contrats. Voilà, c'était très tourné vers l'international. Donc en fait si vous voulez le master ça vous permet de vous spécialiser ou du moins de choisir plutôt une branche qu'une autre. Et moi personnellement c'est ce que j'ai préféré parce que par exemple en licence il y avait du droit pénal ou du droit de la procédure et c'est des choses qui moi m'intéressaient pas parce que je souhaitais pas être juge par exemple ou je souhaitais pas être avocat en tribunal. Moi ce que je veux c'est plutôt travailler en cabinet, faire donc dans les affaires, donc il n'y a pas forcément besoin d'aller au tribunal. Donc ça c'était des cours qui pour moi étaient plutôt inintéressants alors que savoir comment créer des fonds d'investissement, quel droit va s'appliquer, comment ça fonctionne, ça m'intéressait beaucoup plus. Est-ce que je me suis sentie submergée? Oh, qui ne se sent pas submergée en fac de droit? Je crois que de toute manière, peu importe les études longues que vous faites, vous allez à certains moments vous sentir submergé. En fait ce qui se passe, surtout en droit, c'est qu'il y a énormément de choses à savoir. On avait beaucoup de cours. Quand je dis beaucoup de cours, c'est plus que 35 heures par semaine, hein, largement. Nous on fait largement nos 40 heures, plus tout le travail personnel en plus des 40 heures de cours par semaine, plus les TD,
les partiels par exemple, au second semestre de Master 2, donc pour mes tout derniers partiels, en 15 jours on a eu 16 partiels, non, oui en 15 jours ou une semaine, je sais plus, on a eu 16 partiels qui se sont suivis, parfois 2 partiels par jour, et ça, oui on se sent un petit peu submergé, mais en même temps si vous travaillez toute l'année et que vous connaissez bien vos cours et que vous avez travaillé sérieusement et posément, vous arrivez déjà beaucoup moins stressé aux examens, donc ça se passe toujours mieux. La preuve c'est que j'étais major, donc voilà, il n'y a rien qui est impossible. On se sent submergé quand on a à la fois les partiels qui arrivent, les TD à préparer, les profs qui à la fin du semestre se rendent compte qu'en fait ils ont été lents et qui vous filent un paquet comme ça de polycopiés à apprendre pour le partiel qui arrive dans 15 jours. Voilà, on est passé par plein de choses. Moi je suis aussi passée par l'épisode où un prof a carrément perdu les copies de partiels, donc il a fallu qu'on repasse le partiel. C'est passé dans les journaux, si jamais vous avez vu ça, c'était moi, coucou. Donc voilà, oui, à certains moments on se sent submergé, et puis on peut aussi se sentir submergé simplement par rapport aux matières. Parfois il y a des choses qui sont pas évidentes. Moi par exemple j'avais des cours histoire du droit, bon voilà, moi l'histoire du droit je m'en fichais un peu, hein, désolée mais c'est la vérité. Et finalement c'était intéressant, mais voilà, à apprendre c'était un peu compliqué, j'avais pas tellement envie, et puis je l'ai fait quand même et j'ai eu quand même une bonne note. Donc oui on se sent submergé, mais finalement les choses sont à faire et on les fait, et finalement on y arrive si on y met du sien et si on travaille. Merci Juliette pour toutes ces questions, très très intéressant. Alors, Nicki Minaj, je sais pas qui c'est, mais c'est pas Nicki Minaj qui m'a posé cette question. Coucou, est-ce que tu peux faire une vidéo sur ton organisation pour la fac de droit et sur comment tu révises pour les partiels? Merci. Alors, faire une vidéo sur mon organisation pour la fac de droit, je suis pas sûre de ce que tu veux dire. Je sais pas si c'est par rapport au cahier ou ce genre de choses. Alors, si c'est pour le matériel, moi j'avais simplement un calepin A4 avec un stylo bleu, un stylo rouge, un stylo noir, un Tipex et un surligneur fluo jaune. Et voilà, j'allais en cours avec ça, c'est tout ce que j'avais besoin. Et je faisais simplement mes TD sur copie double, parce que vous savez en TD, donc je ferai une vidéo dessus mais juste pour que vous compreniez, les TD ce sont des cours en fait en plus petits groupes avec un chargé de TD, et on approfondit certains points du cours avec des questions, ils vous demandent de préparer des choses par avance. Donc je préparais sur copie double. Et en fait c'est simplement parce qu'ils vous donnent des fiches de TD à imprimer, et donc je rangeais les fiches de TD par copie double pour ensuite que ce soit plus facile à réviser et à m'y retrouver. Donc je vais plutôt répondre sur comment tu révises pour les partiels. Alors moi pendant très longtemps, et tant que ça a été possible, parce que quand vous commencez à avoir beaucoup de cours, des fois c'est dur de suivre, surtout que parfois on avait des cours qui s'arrêtaient au milieu du semestre et un autre cours qui démarrait, donc voilà, des fois c'est un peu impossible. Mais le mieux c'est de faire ses cours de la journée, d'aller en cours, le soir de rentrer, de réviser ses cours. C'est le plus efficace parce que vous les avez encore en tête, c'est tout frais, et en révisant directement le soir, ça en fait entérine les choses que vous avez apprises pendant la journée, et du coup c'est là et après ça disparaît plus, et vous n'avez plus qu'à réviser de temps en temps et avant les partiels. Pour d'autres matières, je vous cache pas que comme tout le monde, il y a des matières que j'ai dû vraiment apprendre à une semaine ou deux, non pas une semaine, ça c'est pas vrai, à 2 semaines des partiels, où là vraiment je me suis dit ah oui il me reste cette partie là du cours que j'ai pas eu le temps de voir. Ça m'est jamais arrivé de devoir apprendre tout un cours d'un semestre à une semaine des partiels, j'étais toujours organisée de manière à apprendre au fur et à mesure ou suffisamment en avance. Vous savez toujours quand sont les partiels, donc pour réviser vous savez qu'au moins 5 semaines avant il faut commencer à s'y mettre, hein, parce que sinon ça va être quand même assez court. Et voilà, il y avait toujours des matières que je révisais au fur et à mesure, notamment les majeures, parce que c'est celles qui rapportent le plus et qui ont les plus gros coefficients. Et les mineurs en général, je les mettais de côté parce qu'il y avait beaucoup de travail avec les TD, et je les apprenais, on va dire, je sais pas moi, 6 semaines avant les partiels, et au fur et à mesure. Donc j'étais un petit peu en décalé, mais j'étais quand même en avance. Autrement, comment je révise, comme je l'ai dit, hein, je relisais mes cours, je révisais mes cours, et puis moi je récite beaucoup, je réexplique avec des mots différents, comme si c'était moi qui faisais le cours à quelqu'un. Ce qui fait que du coup je suis obligée d'être claire, parce que je me dis dans ma tête, imagine que tu as quelqu'un en face de toi qui n'a jamais fait de droit, il faut que cette personne puisse comprendre, parce que quand vous êtes avocat et que vous avez quelqu'un qui débarque avec ses problèmes et qui n'a jamais fait de droit, il faut lui être capable de lui expliquer.
Et donc c'est ce que moi je m'entraînais à faire. Je reformulais les phrases du prof, je reformulais ses façons de faire, ses façons de dire, et tout ça, ça me permettait vraiment d'enregistrer à ma manière. Et en fait, une fois que vous avez réussi à retranscrire le cours du prof à votre manière, sans changer le contenu, hein, mais à votre façon, et que vous vous l'appropriez, en fait, c'est beaucoup plus facile de le retenir et ensuite de pouvoir répondre aux questions du partiel. Alors ensuite, nous avons Martina. Bonjour Martina. Alors, coucou ma jolie, tout d'abord, merci beaucoup pour cette vidéo. Tout le plaisir est pour moi. J'ai en revanche une question. Est-ce que les facs de droit de petites villes, par exemple Metz, sont moins bonnes que celles des grandes villes comme Nancy ou Paris? J'ai peur que la réputation des facs joue un rôle important lorsque je rechercherai un emploi plus tard. J'espère que tu répondras. Bien sûr que je vais répondre. C'est une question très importante, très intéressante. Moi, je suis allée à la fac de droit de Nancy. Très grande ville, très grande fac, une des plus prestigieuses. Le Master 2 que j'ai fait est un des plus prestigieux de France. Alors c'est pas moi qui vais vous dire qu'il faut aller dans une petite ville, bien que. Il y a des masters par exemple sur Metz qui sont très bien. Le Master juriste d'affaires, c'est l'équivalent du Master juriste d'affaires je crois sur Metz, auquel moi j'avais postulé également. Pas en premier choix, hein, mais auquel j'avais postulé. Mon premier choix était Nancy, donc comme ça j'ai eu ce que je voulais. Mais c'était au cas où j'avais postulé à Metz et il avait l'air très très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que parfois les facs sont regroupées. Donc Metz-Nancy, en fait, c'est pas la fac de Metz et la fac de Nancy, même si en réalité ça l'est. Mais officiellement, maintenant, c'est l'université de Lorraine. Donc techniquement, que vous alliez à Metz ou à Nancy, le prestige se devrait d'être le même. En réalité, pas forcément, parce que les professeurs qui parfois viennent de Paris et qui donnent des cours à Nancy vont pas forcément donner des cours à Metz, donc le prestige est peut-être pas le même. Je dis ça, je dis rien. Moi je suis ni de Nancy ni de Metz à l'origine, donc la petite guéguerre qui est entre les deux, c'est pas mon problème. Mais voilà, la réalité des choses c'est que oui, dans des petites villes, par exemple si vous allez à Épinal, qui est une branche de la fac de Nancy, bah voilà, effectivement, la fac de droit d'Épinal, vous en entendez pas parler toutes les 5 minutes, alors que la fac de droit de Nancy, bon bah elle est quand même plus prestigieuse. Donc moi je dirais que si vous avez l'opportunité d'aller dans les grandes villes, faites-le. Parce que quand vous allez parler à un employeur que vous avez fait le master JAIE de Nancy, si vous allez travailler au Luxembourg ou dans la région, il va vous dire ah oui effectivement je connais bien machin. Metz, je suis pas sûre. Après moi, voilà, je vous parle de mon expérience, je peux pas garantir, mais je dirais que si vous avez l'occasion d'aller dans les grandes villes, eh ben, vaut mieux aller dans les grandes villes. C'est là qu'il y a les meilleurs professeurs, même si les professeurs dans les autres facs sont sûrement très très bons. Moi je connais des professeurs qui venaient nous donner cours à Nancy, qui venaient de Paris et qui n'allaient pas jusqu'à Metz ni jusqu'à Épinal. Donc voilà, après ça dépend de ce que vous souhaitez. Par contre, ne vous forcez pas parce que si vous détestez les grandes villes et que vous y allez juste pour le prestige, vous allez être malheureux et vous n'allez pas avoir envie de travailler, vous n'allez pas vous sentir bien et ça c'est l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Pour réussir ses études, il faut être dans un environnement qu'on aime. Si vous préférez les petites villes, moi j'adore Metz par exemple, je trouve que c'est une ville vraiment jolie et qui est quand même très étudiante et donc ça peut tout à fait être quelque chose qui vous corresponde. Et je pense que si vous êtes plus petite ville, alors il faut mieux aller vers des petites villes comme Metz plutôt que des grandes villes comme Nancy. Après c'est une question de personnalité aussi et après tout ce qui importe c'est quand même de réussir ses études, donc n'allez pas dans une grande ville juste parce que oulala c'est une grande ville alors que pendant 5 ans vous allez être malheureux. 5 ans c'est très long et 5 ans en étant heureux et en ayant des bonnes notes comme moi j'ai pu l'être et avoir des bonnes notes, c'est déjà très très long. Alors j'imagine que si en plus on est malheureux et que du coup ce moral en fait retombe sur nos notes, c'est pas possible quoi, c'est pas vivable. Allez dans les petites villes si c'est ce qui vous va parce que vous allez juste être malheureux quoi et ça c'est vraiment dommage. Alors, nous avons Jade la Queen qui nous demande: est-ce que la licence Common Law c'est la même chose que la licence droit franco-anglais? Alors, je crois pas. Je suis pas sûre, mais il me semble que non. Je crois qu'ils différencient les deux, mais je suis pas sûre. Et ça, pour les programmes des licences et des masters, vaut mieux aller consulter directement les facs. Parce que des fois, les noms, vous savez, ça veut pas dire tant que ça. Donc, je veux pas m'avancer en te disant oui, non, mais il me semble que non. Est-ce que tu es partie étudier le droit au Royaume-Uni du coup?
Alors oui, parce que moi j'ai fait une licence droit common law et non, je ne suis pas partie étudier le droit au Royaume-Uni. Par contre, on a eu des professeurs qui eux venaient des États-Unis et d'Angleterre pour nous faire des cours. Donc ça c'était vraiment bien. C'était vraiment des personnes du common law qui venaient nous faire cours. Donc voilà. Alors ensuite on a Adèle qui nous demande: coucou, je découvre ta chaîne et j'aimerais faire une fac de droit l'année prochaine avec un bac ES. Je voulais savoir quelles qualités étaient requises pour réussir en droit, si tu pouvais nous décrire une journée type en L1 et quelles étaient tes craintes avant d'entrer à la fac et les comparer à la réalité. Question très intelligente. Alors, pour vous décrire une journée type en L1, je ferai une vidéo complète dessus. Quelles étaient mes craintes avant d'entrer à la fac? J'ai envie de vous dire qu'avant d'entrer à la fac, moi je revenais d'1 an aux États-Unis, j'avais zéro crainte. Moi je suis allée à la fac comme si j'allais faire mes courses, comme si j'allais faire du shopping. Je suis arrivée là-bas, j'ai fait ouh, ça va être trop bien. J'étais contente d'aller à la fac. C'était nouveau, c'était exotique, c'était une nouvelle ville. J'avais jamais vécu à Nancy. Voilà, j'avais pas de crainte. Le travail me faisait pas peur parce que j'avais quand même eu mon bac. J'avais beaucoup travaillé pour mon bac, hein, plus qu'à la fac. Et j'avais eu la mention très bien, donc j'avais pas peur de pas réussir, j'avais pas de crainte par rapport à la charge de travail. Voilà, j'avais pas vraiment de crainte, mais parce que j'étais aussi dans un mode vraiment serein, vraiment voilà, je revenais d'1 an aux États-Unis, je me suis éclatée là-bas, j'étais bilingue, donc j'étais assez posée, assez sereine, donc pas vraiment de crainte. Pour ce qui est des qualités requises pour réussir en droit, ma belle, les qualités requises, c'est pour moi les mêmes qualités qu'on te demanderait en classe de mathématiques. La rigueur, la structure et la méthode. Apprendre des choses par cœur, c'est facile. N'importe qui peut le faire. Comprendre, c'est plus difficile, il faut travailler. Mais la rigueur, la méthode et la structure, c'est ce qui est le plus important à la fac de droit. Il faut appliquer les méthodes, il faut appliquer la rigueur et appliquer la structure. Quand vous allez répondre à des cas pratiques ou à des commentaires, c'est de la démonstration que vous faites. Je ne suis pas une experte en commentaires, je suis un peu meilleure en cas pratique. Mais voilà, c'est comme des démonstrations en mathématiques, il faut avoir ces qualités-là. Et c'est pareil donc pour répondre aux exercices, mais aussi dans votre façon d'être. Il faut être rigoureux dans la façon de travailler, dans le rythme de travail. Voilà, il faut être structuré dans sa vie, il faut être assez organisé, surtout si vous avez des activités en dehors de la fac, ce qui était mon cas. Mais à partir du moment où vous avez ces 3 qualités-là, normalement, ça devrait aller. Après, c'est simplement du travail. Ensuite, on a Nicolas qui me demande: vous étiez combien par M1 en moyenne dans ta fac? J'ai lu la question, je me suis dit oulala. En fait, je suis pas sûre. Je dirais peut-être 200 ou 300. Mais c'est vraiment approximatif parce que on avait plusieurs parcours de M1 et donc je saurais pas vraiment te dire. Par contre, en Master 2, ça je peux vous dire, moi dans mon parcours on était 20 et dans un autre des parcours ils étaient 14. Donc là il y a vraiment beaucoup moins de place. On passe de centaines d'étudiants à simplement une vingtaine. Donc voilà, j'espère que ça t'aide. Ensuite, on a Clara qui me demande: coucou, je souhaite faire une bi-licence en droit et histoire de l'art. Tu n'as pas fait cette licence, mais je vois que tu sembles être de bons conseils à propos de la licence de droit. Je me pose pas mal de questions concernant la charge de travail et je voulais savoir si tu penses qu'il est possible de concilier cette bi-licence avec des activités en dehors. Merci. Chère Clara, oui, tout à fait. Concilie, mais alors je t'encourage à concilier tes études et des activités en dehors, sinon tu vas péter un plomb. Moi, c'est ce qui a gardé ma sainteté d'esprit pendant ces 5 ans, c'est de faire de la musique, de faire des vidéos YouTube, c'est de sortir, c'est d'aller faire du shopping, c'est de pas travailler les week-ends. Pendant 5 ans, j'ai pratiquement jamais étudié le week-end. Il y a peut-être, allez, on va dire, sur les 5 ans, il y a peut-être 8 week-ends au total où j'ai travaillé, que ce soit sur des TD ou pour préparer des partiels. Le reste du temps, j'ai jamais travaillé les week-ends. Il faut, que tu sois en bi-licence ou en licence normale, il faut prendre le temps de s'organiser et de faire autre chose que des études. C'est hyper important, rien que pour ton cerveau, parce que quand tu fais quelque chose d'autre et que tu te remets à étudier, ton cerveau d'un coup se dit « Ah oui, ça y est, je suis frais, je peux étudier ».
Il n'y a rien de tel, donc moi je t'encourage. La charge de travail, écoute, tout le monde n'a que 24 heures dans une journée. On dit tout le temps, si Beyoncé peut le faire, vous aussi. Voilà, il n'y a que 24 heures dans une journée, il faut être organisé. Mais la charge de travail, que tu sois en bi-licence ou en licence normale, il y en aura toujours. Elle sera toujours importante. Mais voilà, il faut être efficace et surtout il faut prendre le temps de faire ces activités extrascolaires, on va dire. Moi, franchement, c'est quelque chose sur laquelle j'insiste très souvent, mais c'est la vérité. Et je pense qu'en bi-licence, t'as à peu près autant, voire un petit peu plus de travail qu'en licence normale. Je pense que ça vaut le coup de faire les deux, ça vaut le coup de faire la bi-licence et de continuer tes activités. Tu vas en ressortir grandi et puis ça va être très bénéfique, donc oui. Oui, 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 oui. Voilà, on arrive à la dernière question qui est de Marine, qui m'avait envoyé un message et j'ai trouvé que son message était vraiment très intéressant, donc j'ai voulu vous partager ces questions avec vous. En fait, Marine est en terminale S spécialité maths, donc comme moi j'ai fait, et elle envisage des études de droit l'année prochaine. Mais elle se dit que, en fait, elle a peur que ses études ne lui plaisent pas. Ses matières préférées en cours, ce sont les langues et les maths. Et en fait, ça lui fait peur parce qu'au lycée, on n'a aucune matière de droit. Et donc, elle a peur qu'en fait, ça ne lui plaise pas et d'être déçue. Elle dit que quand elle regarde les cours sur les plaquettes de matière et que ça déclenche pas de passion en elle, son message m'a fait beaucoup rire parce que, en fait, effectivement, on ne fait pas de droit au lycée. Mais le droit, vous allez vite vous en rendre compte de toute manière si ça vous plaît ou pas. Moi, j'ai toujours bien aimé. Et ce que je lui ai répondu, c'est que comme elle vient d'un parcours en mathématiques, ça va sûrement lui plaire en fait, parce que pour le droit, pour faire du droit, il faut être très carré. Moi j'ai beaucoup d'amis qui étaient en section littéraire au lycée, qui ont fait un bac littéraire et qui se sont retrouvés complètement largués en droit. C'est pas impossible, hein, attention, mais qui étaient largués parce qu'ils pensaient que le littéraire et le droit, en fait ça allait les aider pour leurs études de droit, et en fait non. Pour faire du droit, il faut être carré, il faut être rigoureux et ça n'a rien à voir avec des lectures, enfin je sais pas ce qu'on fait en section littéraire au lycée, mais si vous voulez, c'est plus proche des maths que du littéraire, beaucoup plus proche même des maths que du littéraire. Et donc ce que j'ai répondu à Marine, c'est que de toute manière on peut pas savoir d'avance. Il y a beaucoup de personnes qui ont étudié les maths et qui n'aimeraient sûrement pas faire du droit, mais ce que je lui ai conseillé, c'est d'essayer parce que en fait, dans sa manière de réfléchir, surtout si elle a fait spécialité maths, dans sa manière de réfléchir, elle a déjà acquis en fait tout ce qui est structure, rigueur et méthode, et elle va pouvoir retranscrire ça très facilement en droit et ça va beaucoup l'aider à avoir des très bonnes bases dès le début. Et on sait très bien que comme dans n'importe quelles études, n'importe quel travail, lorsqu'on a des bonnes bases, et ben après ça suit tout seul. Donc voilà, je l'ai encouragée et oui, c'est sûr que les matières, quand on les lit, histoire du droit, droit pénal, droit civil, moi non plus ça déclenche pas de passion en moi, mais quand vous êtes en cours, vous les voyez appliqués à des vrais cas, les profs vont vous donner des exemples et vous allez voir qu'en fait, vous allez... Un truc qu'on m'a dit en première année, c'est après vos années d'études de droit, vous allez voir le monde qui vous entoure différemment et il n'y a rien de plus vrai. On dit toujours que le droit ça déforme et ça aussi c'est vrai. Avec des études de droit, vous allez voir le monde qui vous entoure mais complètement différemment, c'est quelque chose d'inexplicable à moins de le vivre. Et voilà, et oui, ça déclenche pas de vague de passion, moi non plus, ça n'a pas déclenché de vague de passion chez moi, mais vous allez apprendre à aimer les matières parce qu'en fait c'est du concret. Quand je faisais des maths, on avait beaucoup de lettres et de signes et de choses, on savait pas trop à quoi ça sert. Là, le droit, c'est différent, vous voyez dans la vie de tous les jours comment ça va vous aider, ce que ça va vous apporter et comment ça s'applique. Et du coup, ça va vous faire aimer les matières qui, au premier abord, ne sont pas vraiment... Voilà, top. Et donc voilà pour les réponses à vos questions. J'espère que ça va vous aider à prendre des décisions. En tout cas, j'espère que ça vous aide à comprendre un petit peu mieux l'environnement de la fac de droit. Donc comme je l'ai dit, il y a certaines vidéos qui vont arriver comme les méthodes pour les cas pratiques et les commentaires et une journée type en L1. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait et à me mettre un j'aime si vous avez apprécié mes réponses et si vous aimez bien ce type de vidéo FAQ. En tout cas, moi j'aime beaucoup parce que j'aime bien le côté un petit peu discussion avec vous. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!